L'Égypte. L'Égypte antique. Ce pays où les dieux descendaient sur terre et où les hommes étaient dieux. Ce pays a vraiment existé. Des millénaires n'ont pas suffi pour découvrir toute la beauté et l'intelligence de cette civilisation, la plus longue et la plus mystérieuse de l'histoire de l'humanité. Retrouver ces vestiges enfouis dans le sable ou la mer relève du miracle. Dans la baie d'Alexandrie, à quelques pas du rivage, reposerait depuis 1600 ans une ville royale disparue sous la mer. Alexandrie, jadis plus grande, plus riche, plus commerçante, plus artiste que Rome. Si fabuleuse selon les historiens de l'Antiquité que l'on a longtemps cru qu'elle était le fruit de leur imagination. Un homme a rêvé de retrouver cette ville royale et de lui arracher ses secrets. Franck Goddio. Cet archéologue sous-marin fouille avec son équipe depuis bientôt 20 ans les mers, les océans et les ports à la recherche des vestiges témoins de l'histoire des hommes. Mais cette fois-ci, le défi est plus grand. Ici, dans le port-est d'Alexandrie, nous sommes sur un des lieux les plus chargés d'histoire dans le monde. Il y a plus de 2000 ans, cette très riche cité était un des centres culturels du monde. Mon but est de ramener à la vie ce monde englouti. Depuis les origines du monde, sur cette terre brûlante d'Égypte, naissent les fils du soleil, artistes et créateurs d'une architecture qui dialogue avec le ciel pour l'éternité. Chacun d'eux a laissé son empreinte. Ramsès II, aimé des poètes, Toutankhamon, l'enfant roi. La grandeur de l'Égypte remonte 3600 ans avant Jésus-Christ pour culminer jusqu'au début de notre ère avec son dernier pharaon, une femme, Cléopâtre, fille de Ptolémée XII, Cléopâtre qui meurt à Alexandrie sur la Méditerranée, là où depuis toujours meurt aussi le Nil. C'est la fin de 3 siècles d'occupation grecque, 3 siècles de splendeur depuis la conquête par Alexandre le Grand d'une bourgade de pêcheurs et de bergers sur l'emplacement de laquelle il ordonne de fonder une ville nouvelle qui portera son nom, Alexandrie. Mais c'est Ptolémée Ier, général grec successeur d'Alexandre, qui fait d'Alexandrie en quelques dizaines d'années le centre du monde. Palais, temples, musées, bibliothèques, théâtres font d'Alexandrie la capitale intellectuelle et commerciale du monde antique avec son phare, 7e merveille du monde qui protège les premiers échanges maritimes entre les continents. Au IVe siècle de notre ère, des tremblements de terre et un immense raz-de-marée emportent tous ces témoins d'une des civilisations les plus raffinées de l'histoire de l'humanité. Elle engendra tant de légendes qu'il est impossible de déceler la réalité de l'imaginaire. Avant de commencer un projet, il faut s'imprégner de l'histoire. Alors, bien sûr, il faut lire, relire, connaître même par cœur tous les textes anciens qui se réfèrent aux sites que l'on va fouiller. Et bien sûr, on essaie de deviner comment étaient les lieux à cette époque, en regardant la topologie moderne. Mais il faut aussi l'intuition. Mais l'intuition et la connaissance des textes anciens ne suffiraient pas. Ce qui est révolutionnaire dans la démarche de Franck Goddio, c'est l'alliance des auteurs de l'Antiquité avec les technologies modernes. C'est le mariage du papyrus et du satellite. Tout commence il y a 10 ans par les premières prospections entreprises dans la baie d'Alexandrie. Il s'agissait d'établir une carte magnétométrique des fonds, indispensable pour lancer les fouilles. Entre en scène le Kaimiloa. La magnétométrie fait appel à la résonance magnétique nucléaire. Seul un catamaran, du fait du profil de ses 2 coques, permet de tracter simultanément 3 détecteurs.
Ouais, il se met en ligne. Ces détecteurs dressent le profil magnétique des fonds et révèlent la présence de masses invisibles à l'œil nu. 1021, 1025, c'est la même. Là où l'insuffisance des fonds ne permet pas l'utilisation du catamaran, un Zodiac prend le relais. Chargé d'instruments de mesure, il procède au relevé précis des profondeurs par un quadrillage méthodique. Le recoupement de ces informations permettra aux ingénieurs de l'équipe de Franck de dresser une carte fidèle du véritable relief antique sous-marin. Et puis un jour, enfin... En fait, c'est tout à vie royal en Gothique qu'on a découvert. À l'est, le Cap Lokias, où se situaient les palais royaux. Tout à côte antique, une grande péninsule qui s'appelait Poséidium, d'où partait une grande digue, au bout de laquelle Marc-Antoine avait fait construire un petit palais sanctuaire, le Timonium. Et puis, vers l'ouest, l'île d'Antirodos. D'Antirodos, l'île submergée qui habite les mémoires depuis des siècles, qu'en reste-t-il? N'est-elle pas un de ces mythes que les peuples inventent pour se réchauffer? Est-il possible d'en retrouver les traces? Le port n'est pas très profond, avec un maximum de 15 mètres d'eau. On pourrait croire que cela rend les plongées très agréables et faciles. En fait, la très faible visibilité sous l'eau, parfois moins de 30 cm, rend les plongées extrêmement difficiles. C'est à ce constat inquiétant que Franck Gaudiot et ses plongeurs vont être confrontés dès leur première plongée. Concentrés, partagés entre le doute et l'exaltation, ils partagent la certitude qu'ils vont entrer dans une aventure hors du commun et devoir affronter des moments difficiles. C'est justement au cours d'une de ces explorations pénibles, la campagne en contrat similaire, qu'un premier indice permet toutefois à l'équipe de Franck Gaudiot de penser qu'elle est sur la bonne voie. Un fort fragment de bois affleurant des couches de sédiments intrigue en effet les plongeurs. Je vois pas trop ce que c'est, ça fait à peu près 30 cm de large. Et puis en hauteur, j'ai déjà dégagé donc sur 20 cm. Au vu de cette première indication, l'équipe se met aussitôt en branle. Elle est désormais persuadée que ce fragment constitue une piste sérieuse. Trois semaines de travaux de déblaiement sont nécessaires. Et au bout, une magnifique découverte, l'épave d'un navire long de plus de 30 mètres. C'est la plus ancienne épave jamais retrouvée par Franck Gaudiot et son équipe, qui compte pourtant à son actif des dizaines de découvertes sous toutes les mers du globe. La datation au carbone 14 révélera qu'elle repose au fond depuis 2 millénaires. L'épave est extraordinairement conservée. On l'a sur près de 35 mètres de long. Les membrures sont en forme, la quille est impeccable. On trouve des pièces d'accastillage comme cette poulie. On voit encore des traces de cordes là. On remarque bien les chevilles. C'est magnifique. Un long et méticuleux travail de fouille s'engage pour libérer totalement l'épave de sa gangue. Une opération si minutieuse qu'elle permet d'épargner des poteries intactes. L'inventaire des trouvailles est éclectique et témoigne de la richesse du site. Tessons de verre, épingles à cheveux en ivoire,
Tout sera scrupuleusement mesuré, dessiné, photographié, inventorié dans une banque de données. Un relevé précis est dressé de l'emplacement où chaque objet a été trouvé. Ça va aussi loin que ça. Tu vois ce que je vois par là, le passage, sans rien. L'extrapolation se fait automatiquement? Oui, c'est le programme. Les plongeurs travaillent environ 5 heures par jour. Des plongées pénibles dans des conditions de visibilité limite qui requièrent une attention de tous les instants. Parfois, cette attention scrupuleuse et les précautions méticuleuses sont récompensées. J'ai vu la machine briller, j'ai dit oh là là. C'est très émouvant. D'abord, elle était très belle. Ensuite, c'est un objet intime, très proche d'une personne. Et puis, penser qu'on retrouve un si petit objet comme ça au milieu d'un port de 600 hectares, c'est assez émouvant. Mais le long travail sur l'épave continue. La mauvaise visibilité interdit d'en prendre des photos. Il est pourtant indispensable de tout savoir d'elle. Équipé simplement de crayons et de papier calque, Patrice Sandrin, dessinateur spécialisé, mesure et dessine chacune des pièces de l'épave afin de reconstituer exactement le navire. 6 semaines sous l'eau pour finaliser ces tracés, soumis à un expert en navires antiques, le professeur Steve Vinson, à l'Université de Chicago. Well, the drawing gave me the first clue because with the drawing I was able to see the whole thing in a glance. What we have is a center line, keel, which is this heavy longitudinal member, comes from the front to the back. Crossing the keel are lots of pieces that go from side to side that you would call ribs, or more properly called frames. Des dessins et des cotes relevées, les images de synthèse ressuscitent le navire sous nos yeux. Plus de 30 mètres de long, des soutènements de 8 mètres. Sa taille est exceptionnelle pour son époque. Pour Steve Vinson, c'est un navire marchand. Well, if it was leaving Egypt, it may well have been carrying a cargo of grain. Estimates put the amount of grain shipped from Egypt to Rome at about 50,000 tons a year. Un navire de cette taille pouvait transporter 300 tonnes de blé ou de vin stockés dans des jarres. Alexandrie, en ce temps-là, concentre toutes les activités économiques et financières de l'Égypte. C'est un peu la ferme du monde antique. Egypt was where a lot of luxury goods from China, from India, or sub-Saharan Africa would have been shipped through. Silks from China, spices from Arabia, incenses, perfumes from Africa, exotic animals. Le problème qu'on a, c'est... Sur cette épave, quelque chose intrigue Franck Gaudio et Patrice Sandrin. Il y a un gros trou ici, en fait c'était bien abîmé ici, et on a le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement comment c'est dessous. Juste ici, là. Alors en fait ça a bien tapé là, ici on sent que ça... Mais est-ce que c'est pas en dégageant là qu'on verra... Oui, à mon avis, il faut peut-être creuser dessous. Quand, pourquoi, comment, dans quelles circonstances ce navire a-t-il sombré? Question auxquelles il est aujourd'hui impossible de répondre. Seules demeurent des hypothèses. Le navire aura heurté un récif ou éperonné, il aura coulé pendant une bataille. Le mystère de ce naufrage dans la baie d'Alexandrie reste entier. Ce que l'on peut dater, en revanche, c'est l'époque où il s'est produit, au temps de Cléopâtre. Peu de personnages de l'histoire ont, autant que Cléopâtre, perduré dans la mémoire des hommes. On sait pourtant à peine à quoi elle ressemblait. Ce que l'on sait, c'est que son règne fut grand, que sa renommée s'étendait sur tout le monde antique et qu'elle fascina son époque.
peut-être parce que la fille de Ptolémée XII était grecque, du peuple qui avait inventé la beauté, l'intelligence et la tragédie. Maintenant que les contours d'Antirodos sont précisément identifiés, que l'épave retrouvée dans la baie confirme bien la présence d'un port, Franck Gaudiot, pour retrouver les fondations des palais royaux, s'inspire des descriptions d'un géographe grec rédigé il y a 2000 ans. Strabon écrivit « Cette île s'appelle Antirodos. C'est la propriété privée des rois. Elle possède un palais et un petit port privé. » Strabon l'observa vers 27 ans avant Jésus-Christ, donc 3 ans après la mort de Cléopâtre, quand il vint à Alexandrie et étudia à la grande bibliothèque. C'est sur cette île que Cléopâtre vécut, régna et mourut. Exploiter le résultat des fouilles de cette cité engloutie nécessite de faire appel à de nombreux scientifiques, les meilleurs dans leur spécialité. Franck Gaudiot étoffe son équipe de chercheurs, d'égyptologues, d'informaticiens comme Gérard Schnepp et Jean-Jacques Groussard, 2 ingénieurs détachés du commissariat à l'énergie atomique. Ou encore l'archéologue américaine Emily Teeter de l'Université de Chicago, chargée d'identifier et de repositionner chacun des vestiges dans l'histoire et le temps. Le gouvernement égyptien a spécialement détaché Ibrahim Darwish, directeur du service d'archéologie sous-marine. À quelques brassées du rivage, on pourrait croire que découvrir des vestiges sera simple. C'est le contraire, car le temps imparti à l'équipe est réduit. 8 semaines. En effet, l'arrivée de l'été transforme l'eau du port en soupe impénétrable. Il leur faut sonder, fouiller, gratter avec des outils d'acier à la lumière de torches les emplacements susceptibles de révéler quelque chose. Car les siècles ont engoncé rochers et reliques dans une enveloppe de calcaire épaisse de 50 cm. Avec des précautions extrêmes, ils dégagent des vestiges émouvants, témoins du culte, des richesses et de la grandeur de la ville antique. Apparaît en marbre blanc Hermès, le dieu emprunté aux Grecs, protecteur des commerçants et des voleurs. Un serpent, symbole de vie éternelle, gardien de la cité, lové, prêt à piquer, fixant un ibis, l'oiseau sacré d'Égypte. Figé dans le granit gris depuis 3000 ans, le pied du pharaon Mérimphta. Ici, la tête d'une mère d'empereur romain. Il arrive aussi que par-dessus le temps, le passé adresse des signes à ceux qui le recherchent, à ceux qui le méritent. Un soir, j'étais sur l'île d'Antirodos et puis je nettoyais avec ma spatule un bloc de granit. Puis je me disais, est-ce que c'est bien l'île décrite par Strabon? Est-ce qu'il faudrait un signe? Et ma spatule, à ce moment-là, découvre un hiéroglyphe. Et c'était un serpent, avec le signe de vie. Or, c'était un hiéroglyphe du temps du pharaon Apriès, bien avant les temps des Ptolémées. Mais le serpent, c'est le signe, le symbole de Cléopâtre. Je me suis dit, mais c'est vraiment un signe. Le serpent avec lequel Cléopâtre se donne la mort après sa défaite face aux Romains, qui met fin à 300 ans d'occupation grecque. Ce hiéroglyphe annonce, de mémoire d'archéologue, la plus exceptionnelle moisson, par la qualité et la quantité, de signes d'une civilisation perdue. Huit blocs de granit recouverts de hiéroglyphes, une source d'information sans précédent pour les experts. On prend leur empreinte au moyen de bandes enduites de silicone spécialement fabriquées à cet effet.
Démoulées, elles seront la réplique parfaite des hiéroglyphes mis au jour. L'un de ceux-ci est dédié à des divinités dont le culte a pris fin 1000 ans avant la naissance de Cléopâtre, c'est-à-dire il y a 3000 ans. Postérieures, car écrites en grec, on déchiffre d'autres inscriptions, menaçantes celles-ci. Elles sont gravées sur des colonnes de granit ayant supporté des statues de Caracalla, un empereur sanguinaire qui a régné 2 siècles après la mort de Cléopâtre. Érigées face à la ville à plus de 8 mètres de hauteur, ces statues défiaient Alexandrie, dont Caracalla massacrera la jeunesse. Franck Goddio s'est fixé pour tâche de localiser l'emplacement de chaque vestige retrouvé dans la baie, car le lieu précis où il a été découvert apportera des indications déterminantes sur son origine et son histoire. Il équipe ses plongeurs d'un GPS sous-marin, une première en archéologie sous-marine. Perfectionné par les techniciens de l'équipe, cet instrument de navigation, en liaison avec plusieurs satellites, calcule la latitude et la longitude de chaque vestige découvert, avec une précision de 50 cm. L'intuition de Franck Goddio était bonne. Les coordonnées fournies par le GPS situent l'emplacement de chaque vestige à l'intérieur de l'île. Mais ces vestiges sont-ils bien ceux de ces palais, de ces sanctuaires, de ce port dont Franck Goddio a rêvé? Les textes anciens sont moins précis que lyriques, il le sait. Mais il a tout de même envie de les croire. Mais si, en définitive, ces 10 années de recherche ne conduisaient à rien? Un locataire des lieux pourrait bien avoir son idée là-dessus. Les plongeurs le suivent. À la pointe est de l'île, ils repèrent 2 longues rangées de pieux en bois. Ces pieux se révéleront être les fondations d'un appontement très ancien. On a fait des datations sur ce bois et il date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc bien avant la fondation d'Alexandrie. Alors cette île était importante parce que c'était une des rares îles sur les côtes de l'Égypte. Donc forcément, ils s'en servaient comme abri pour les bateaux. Certes, rien des fondations d'un palais, mais une indication supplémentaire qu'ils sont bien dans le port de la ville royale. De plus, de l'autre côté de la baie, les plongeurs repèrent des douzaines de colonnes de style grec taillées dans du granit égyptien. Elles sont identiques à des colonnes trouvées en Grèce. La Grèce, d'où partirent les ancêtres de Cléopâtre pour conquérir l'Égypte et engendrer une civilisation. Non loin, des chapiteaux de granit rose émergent du sable, tels que le séisme les a projetés, il y a 1700 ans. La récolte est de plus en plus abondante. Franck Goddio souhaite obtenir un maximum d'indications sur la position des colonnes. On fait un point là pour cet après-midi? Oui. Patrice a relevé donc toutes ces colonnes et blocs. Il faudrait que tu prennes les inclinaisons. Enfin, de toute façon, il faut mettre tout ça au propre avant et puis ça va prendre du temps. C'est un moulage à faire sur celle-là, quoi. Après, oui, oui. Après. Surprise. Les plongeurs découvrent 60 colonnes géantes, 1 mètre de diamètre et 6 mètres de haut, taillées dans le granit rose égyptien. Couchées, elles sont dispersées sur une 60aine de mètres.
Les plongeurs évoluent dans ce champ archéologique qu'on dirait ensemencé par des géants. Si l'on se réfère aux rares peintures qui nous sont parvenues de l'Antiquité, ces colonnes constituaient souvent les éléments des portes monumentales qui ouvraient l'entrée des villes. Tout laisse penser que celles-ci, par leur taille et leur richesse, annonçaient l'accès aux quartiers royaux de l'île d'Antirodos. La pureté architecturale de ces portes, de ces bâtiments, n'a jamais été égalée. Leurs proportions tiennent du miracle et le travail de la pierre du prodige. Même leurs ruines témoignent à travers les siècles du génie d'un peuple. Quand les colonnes se sont effondrées, c'était important de le savoir. Alors on les a soulevées et on a fait des fouilles dessous. À notre étonnement, on a trouvé beaucoup de céramique écrasée. Et en fait, elles datent toutes du 2e, 3e siècle de notre ère. Ça indique pas exactement la date du tremblement de terre, mais ça donne une indication intéressante. Si des poteries sont écrasées, en cherchant plus profondément, on doit pouvoir remonter le temps en mettant au jour des témoignages d'autres époques. Here we have 5 different layers. Yesterday we recover the artifact on second layer, and after we have a layer of sand, a layer of clay with organic remains, and this layer here with fine ceramic. How many of the amphora will I place with the GPS? Do we know? You have 3 tags Yeah. underwater, and each tag you will position to. Okay. Okay. L'équipe met 3 semaines pour atteindre la couche qui les intéresse et remonter d'autres vestiges que Frank Gaudio et Emily Titter vont examiner. In the new trench. Oh, how nice! This is secure. So a handle from a small amphora. Yes. Nice piece. Yeah, this is very nice shallow dish. Yeah, now this is very nice work. It's an unusual shape. It's very flat. It's a handsome piece. Des plats et des vases d'une qualité telle qu'ils auraient pu appartenir à une vaisselle de luxe. Une raison supplémentaire pour les plongeurs d'aller voir plus près. Très vite, ils découvrent un pavage de dalles en pierre calcaire dispersées sur le site comme de multiples esplanades et couvrant environ 2000 mètres carrés. T'en as des grandes comme ça, t'en as qui font 20 par 30, t'en as des petites qui font 5 par 10. Elles sont plates. Elles sont plates. Ouais. Le pavage est sur la roche directement. Ouais, il est sur la roche, directement sur la roche, là. Directement posé dessus. Hein. C'est esplanade, quoi. Voilà. Alors bien sûr, on peut rêver. Qui a marché sur ces pavages? On peut penser au roi et aux reines Ptolémée, on peut penser à Marc-Antoine, à Jules César, à Cléopâtre. C'est assez extraordinaire. Les traces d'autant de splendeur là, sous nos pieds. Cela ressemble à un rêve. Mais Frank Gaudio, s'il rêve souvent, sait que la réalité est têtue et qu'elle réclame des preuves qu'il faut arracher aux profondeurs. Ces preuves, malgré la turbidité de l'eau, les plongeurs les distinguent très nettement. Des coffrages en bois qui tracent le périmètre d'une structure longue de 60 mètres. Incontestablement les fondations d'un bâtiment exceptionnel. Peut-être un palais. La datation du bois au carbone 14 révèle que la construction remonte 200 ans avant Cléopâtre, du temps des rois Ptolémée, ses ancêtres. Elle a donc pu habiter cette maison royale. Vous pouvez être à la maison royale avec Cavu Strabon,
Alors il dit que sur cette île, qui était la propriété privée des rois, il y avait une maison royale et un petit port privé. Le petit port, on le voit magnifiquement, là, il est parfaitement abrité. On a découvert l'épave juste à cet endroit, près d'un quai. Où pouvait être le palais? Probablement pas ici, puisque l'espace ici est très exigu. Cette branche-là ne possède rien, c'est une zone pavée, c'est un môle portuaire. Il ne reste plus que cette branche principale, et bien sûr, cette grande esplanade, où on a trouvé ces fondations ptolémaïques. Pour imaginer le palais tel qu'il pouvait être, on commence par délimiter l'île à l'aide de bouées qui en dessinent les contours. Apparaît d'abord l'esplanade. Puis des profondeurs où l'avait englouti un séisme, le temps et la mémoire, jaillit en majesté le palais tel qu'il aurait pu dans sa magnificence contempler Alexandrie. À l'intérieur, rapportent éblouis les textes anciens, l'ivoire décorait l'entrée. Les portes étaient marquetées d'écailles de tortues des Indes. Le palais était orné d'émeraudes, des bijoux scintillaient sur les divans. Hélas, la réussite n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a des jours fastes et des jours où plus rien ne sourit. Et puis les conditions de plongée deviennent de plus en plus difficiles. J'ai creusé un gros trou dans un fond de port. Et je suis tombé d'entrée de jeu sur 30 cm de vase à peu près. De la vase moderne avec des ordures, de grands frissons quoi. En fait l'eau est très polluée et attaque même le chrome de nos robinetteries. 10 cm de visibilité et puis avec chaque coup de houle, 2 mètres à droite, 2 mètres à gauche. On n'arrive pas à tenir au fond. Ça fait 600 plongées. Oui, mais d'habitude on en fait plus parce qu'on a été un peu écourtée à cause du temps. Je rêve parfois, à force de plonger dans ce port, que l'eau devienne très claire avec un coup de baguette magique. Ting, hop, l'eau devient translucide, 2 mètres de vase en moins, un paysage fabuleux de rêve. Il y a autre chose à quoi rêvent les plongeurs. Achever leur mission en apothéose malgré les difficultés, malgré le temps qui presse. La chance est au rendez-vous. C'est un moment exceptionnel. Dans une eau de plus en plus hostile, dans la lumière d'une torche, comme une apparition semblant attendre depuis 2000 ans, cette rencontre improbable. Une statue représentant un prêtre du culte d'Isis, portant avec ferveur un vase canope. Elle est intacte, un exemplaire unique. Il est décidé de la remonter à la surface. Avec le même respect que s'ils exécutaient une tâche sacrée, les plongeurs font accomplir délicatement au prêtre sa montée vers les hommes. Il y a quelque chose à la fois de sacrilège dans l'arrachement du prêtre aux profondeurs et de religieux dans sa lente élévation vers la lumière.
Vision. Tiens, tourne encore un peu comme ça. Voilà, comme ça. Je crois, oui. Joli. Franck Gaudiot, Ibrahim Darwish et Emily Titter l'accueillent. Looks arpocrate, and the canopic vase. In the later period, it has a Yes. human head. The most likely thing, it's from a small sanctuary of the god, and this would be the major focus within the temple. Yeah. The most probable thing is a priest, great priest, bearing canopus. Here it's a masterpiece. Le crâne soigneusement rasé du prêtre signifie son appartenance au culte d'Isis. Les prêtres d'Isis ne devaient porter ni barbe, ni cheveux, ni moustache qu'ils devaient raser tous les 3 jours en signe de purification. La canope, ce vase qu'il tient serré contre son épaule gauche comme une mère son enfant, est surmonté d'une tête humaine. Les mains du prêtre sont voilées pour ne pas souiller la canope, réceptacle de nature divine qui contient l'eau sacrée du Nil. Le visage du prêtre est grave. Il est pénétré du caractère sacré de sa tâche. Célébrer Isis comme on le faisait dans tous les sanctuaires d'Égypte. Ces lieux saints construits pour l'éternité, car chez les Égyptiens, seul comptait la vie après la mort. Au cœur de ce temple au milieu des sables, Isis est chez elle. Tout le génie artistique d'une civilisation et sa profondeur s'expriment dans ces fresques sculptées qui évoquent la grandeur et la mort, les certitudes et les craintes cosmiques des hommes de ce temps. Isis, divinité mère, déesse reine de la fertilité des femmes et de la terre, protectrice de la famille. Isis qui commande au Nil ses crues nourricières. Le Nil qui tantôt caresse, tantôt féconde les flancs de l'Égypte, du cœur de l'Afrique jusqu'à la Méditerranée, qu'il métisse à Alexandrie. Pas étonnant que sur cette terre il y ait un dieu pour les plongeurs. Proche du site où méditait le prêtre, les eaux glauques libèrent 2 sphinx à leurs yeux éblouis. Deux sphinx parfaits, intacts. Chacun des 2 animaux mythiques à visage humain et dans l'attitude traditionnelle des sentinelles sacrées des sanctuaires. Pattes antérieures repliées à l'avant et les postérieures cachées sous le corps. Franck Gaudiot décide de les remonter à la surface. « 2000 ans hors la vue des hommes pour émerger en tournoyant dans la lumière oubliée du port d'Alexandrie, qui les avait vus naître sous le ciseau d'un sculpteur inspiré. » Quels imaginaires peuvent rivaliser avec de pareils moments? Well, this is a great example. We know that they were lined up in front of temples and shrines, usually in sets of 2. What I'm amazed is the face. You know, the preservation of the face. It has not been hammered. Yeah. It has been destroyed by nature. Une empreinte témoignera du mystère et de la beauté de cette pièce unique. Stupéfaction. Le mystère élevé, ce visage est celui de Ptolémée XII, père de Cléopâtre.
Mais au fait, les hommes ont-ils bien fait d'interrompre la veille sacrée de ce prêtre et de ces sphinx? Quelle légitimité autorise cette irruption profane dans le champ béni où ils ont choisi d'attendre l'éternité? Dernier jour, dernière plongée. Malgré la fatigue, malgré les eaux du port qui tournent entre jaunâtre et verdâtre, il était dit qu'à la dernière minute, les dieux d'Égypte seraient immensément généreux. Effectuant leur dernière patrouille, l'équipe rencontre une tête de granit géante. Ses dimensions laissent supposer qu'elle a appartenu à une statue d'au moins 5 mètres de hauteur. Remontée en surface, elle est très vite identifiée. C'est indiscutablement la tête d'un empereur romain et pas n'importe lequel, Octavius. Celui qui livra à Cléopâtre, dernière reine et déesse d'Égypte, son ultime bataille à l'issue de laquelle elle se suicida. C'est bien vers Alexandrie et Antirodos et son palais royal que se dirige le regard d'Octavius. Tant de morts, tant de tragédies pour une ville, pour une île, tant d'énigmes encore. L'été égyptien est arrivé porté par le vent chaud du désert qui malmène les eaux du port. Le soir tombe sur Alexandrie, le dernier de cette mission. C'est toute une partie de la vie royale engloutie qui ressurgit du passé. Ces travaux vont être à base de toutes les fouilles archéologiques qui vont se dérouler dans le port est d'Alexandrie dans les années qui viennent. En fait, c'est une porte ouverte sur la connaissance et sur le rêve. Mieux qu'un rêve, un conte. Il était une fois en Égypte, face à Alexandrie sur la Méditerranée, Antirodos. Antirodos, l'île où les dieux, les hommes, la beauté, l'intelligence, l'audace avaient enfanté un moment parfait de l'histoire de l'humanité. Notre histoire. Par-dessus les siècles, il nous avait donné rendez-vous aujourd'hui. Reste à accomplir le dernier acte de cette mission, le plus difficile mais aussi le plus généreux, le plus désintéressé, surtout le plus inattendu. Franck Gaudiot restitue aux profondeurs, au silence et au temps, à l'emplacement exact et dans la posture où ils ont été surpris, les sphinx et l'inoubliable prêtre à la canope, sentinelle de l'éternité.